Bonsoir. Alors, on est un peu victime sans doute du passage à l'heure d'été. Il fait beau et les jardins sont en fleurs. Mais tout va bien. On est bien content que vous soyez là et surtout, on est très content d'accueillir les Raymond, Catherine Vitol de Venden et Catherine Portevin. Pardon. Claire Rodier, qui a coécrit le livre dont on parlera, n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais ce sera pour une autre fois, puisque ce sujet, c'est un sujet qui nous tient à cœur et donc on reviendra certainement dessus. En me présentant, enfin, vous connaissez évidemment nos deux intervenantes. Catherine Portevin est journaliste à Philosophie Magazine et à d'autres endroits, à d'autres moments probablement. Et donc, elle a coécrit ce livre que je vous conseille très chaudement, qui s'appelle Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Je te remercie. Et qui est un petit manuel, on peut dire presque, pour ne pas dire de bêtises sur le sujet migratoire. Alors, vous savez que c'est un sujet qui se prête un peu par sa complexité et un peu parce qu'il est investi par une charge idéologique très forte dans le discours public en France. Il se prête à des contre-vérités, des contresens, tout un tas de déformations, etc. Donc, je pense que ce sera une des tâches de notre séance aujourd'hui, d'être un peu à la recherche du mot juste sur un sujet aussi complexe. Catherine Vitol de Venden, elle ne se présente pas, on ne la présente pas parce que c'est une habitude de l'IREMO. Elle est même membre du conseil scientifique de l'IREMO, si je ne m'abuse. Peu présente ces derniers temps, happée par les questions migratoires. Voilà, après par l'urgence de la question migratoire. Et donc, qui publie aujourd'hui encore un livre sur l'immigration, qui est un peu une mise à jour, une synthèse extrêmement utile et évidemment toujours aussi claire, qui a, comment dire, qui regarde la question migratoire dans un sens un peu globalisant, c'est-à-dire que c'est les migrations internationales, mais après avec des plongées à différents endroits pour voir comment ça se décline, cette histoire de la migration internationale. Je laisse tout de suite la parole à nos intervenantes, mais je voudrais juste dire que ces deux livres sont vraiment, il faut les lire urgemment parce qu'ils nous aident vraiment à mettre de la clarté dans un sujet qui est souvent déformé, comme je viens de le dire, et qui ont tous les deux un souci aussi, je dirais, tout en étant extrêmement rigoureux sur ce qu'ils avancent en termes de chiffres, en termes d'analyse, etc. Ils sont très outils aussi pour déconstruire une série d'arguments qui sortent tellement vite et facilement dans la presse, la pauvre presse qui est parfois malmenée, mais parfois, effectivement, elle colporte aussi des contre-vérités. Donc, il y a un souci dans les deux livres de justesse, y compris de faire un peu de divulgation d'une vision de la migration plus correcte. J'arrête là et je ne sais pas, Catherine, si tu veux commencer à un peu parler de ton livre ou de nous dire un peu les nouveautés un peu au sujet de la question migratoire, trop en face. Merci. Merci beaucoup, en tous les cas, de me donner l'occasion de parler de mon petit livre. C'est un livre sans aucune ambition, rassurez-vous, facile à lire et synthétique. Voilà, c'est ce qu'on m'avait demandé pour un public plus large que le public universitaire qui essaye de répondre en période de campagne électorale. Il avait été écrit pour ça puisqu'il est sorti au mois de novembre et je l'ai terminé fin juin de l'année dernière, à toute une série de questions qui sont posées, notamment dans le débat
que nous avons eue sur ce qu'on a appelé la crise des réfugiés. Mais il ne parle pas que de la crise des réfugiés, entre guillemets, c'est plutôt la crise de l'accueil des réfugiés, si j'ose dire. Mais il essaye de répondre à toute une série de confusions dans lesquelles on est entré dans le débat public, et il est articulé de façon très simple, passé, présent, avenir. Donc il n'y a rien de très original là-dedans. Ce que j'essaye de dire, c'est que d'une part, l'immigration, première idée reçue, la migration n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un phénomène ancien, mais qui a pris un tour nouveau. Mais c'est un phénomène ancien qui fait partie de l'histoire des sociétés et qui surtout s'est développé depuis la deuxième moitié du 19e siècle, puisqu'on a eu un décalage entre le moment où on avait besoin de main-d'œuvre, à cause du décollage économique d'un certain nombre de pays européens, dont la France, et un manque cruel de main-d'œuvre, surtout pour la France, puisque le déclin démographique avait commencé depuis la fin du XVIIIe siècle et on a été un pays de vieux jusqu'en 1945-50, ce qu'on oublie souvent, ce qui explique l'immigration. Il y a un décalage entre le besoin économique et la main-d'œuvre pour pouvoir assumer ces nouvelles activités. Deuxième, puis on a eu beaucoup de réfugiés pendant tout ce qui a suivi la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc plusieurs types de flux migratoires. L'autre idée reçue, c'est que dans la crise actuelle, les migrants seraient des tricheurs et les réfugiés seraient les seuls bons à accueillir. Or, la chose est beaucoup plus complexe. Et là-dessus, j'insiste sur un phénomène nouveau qui sont les déplacés environnementaux. Les déplacés environnementaux qui sont aujourd'hui à peu près de 42 millions. Il ne faut pas oublier qu'on a à peu près 240 millions de migrants internationaux, ce qui n'est pas beaucoup sur la Terre. 3,5% seulement de la population mondiale. Les plus pauvres n'étant pas encore partis. Certains disent on n'a rien vu, etc. On a 740 millions de migrants internes. Rien qu'en Chine, on a autant de migrants internes que de migrants internationaux sur la surface de la planète, puisqu'on a 240 millions de migrants internes. Et toujours pour parler de la Chine, après j'en parlerai plus, on a 100 millions de sans-papiers internes dans ce pays, puisque toute sa vie, la personne est liée au lieu où elle est née, pour éviter un exode rural massif. Ça fait plusieurs siècles que la Chine a toujours eu peur de l'invasion des villes par les campagnes. Donc on est lié au point de naissance. Et si on quitte cet endroit, on perd tous ses droits. Donc on a des quantités de gens qui ont quitté sans l'autorisation du gouvernement. Imaginez pour 1 milliard d'habitants la bureaucratie et les coups de tampon que ça suscite. Si on quitte sans autorisation, c'est-à-dire grand barrage, construction de nouvelles villes, l'endroit où on est né, on est sans papier chez soi, dans son pays, ce qui explique l'importance aussi de la migration chinoise à l'extérieur, parce que beaucoup de gens préfèrent être sans papier à l'étranger que sans papier chez eux. Enfin, c'était une parenthèse. Donc tout ça, ce phénomène s'est un peu transformé avec les déplacés environnementaux qui ont posé une question nouvelle. C'est le fait de pouvoir difficilement distinguer entre le migrant et le réfugié. On a eu l'habitude de définir par réfugié, depuis la Convention de Genève de 1951, quelqu'un qui était individuellement menacé, persécuté, ou qui avait un fort risque de persécution. Et le migrant, au contraire, était considéré comme un migrant volontaire, donc qui était venu pour le regroupement familial, pour faire des études ou pour travailler. Et donc, la question des déplacés a complètement rendu le débat beaucoup plus confus, puisque est-ce que la personne qui quitte un environnement dangereux est persécutée ou pas? Donc ça pose la question, est-ce qu'il mérite le statut de réfugié? Est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher de meilleures opportunités ailleurs? Dans ce cas-là, il correspond aux migrants volontaires. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus, pas seulement des déplacés environnementaux, mais des gens qui sont d'ailleurs essentiellement des migrants sud-sud, je dis ça en parenthèse, et des migrants internes pour les déplacés environnementaux. On ne va pas être envahi dans les années qui viennent par les déplacés environnementaux ici. Il y a d'autres régions du monde qui le seront, surtout au sud et du sud au sud. En fait, on a eu avec la crise une confusion, y compris dans les profils sociologiques, de gens qui cherchaient une amélioration de leur situation, mais aussi qui cherchaient à se protéger de toute une série d'insécurités politiques, mais aussi environnementales, sanitaires, etc. Et donc, la question de la distinction qui correspond à des critères juridiques différents entre le migrant et le réfugié a été posée. Et c'est pourquoi, dans le livre, je rappelle
les définitions, je donne quelques chiffres, etc., dont je vous fais grâce, mais les réfugiés sont des migrants. Sur 244 millions de migrants internationaux, on a 65 millions de gens qui sont en situation de réfugiés, même s'ils n'ont pas tous le droit d'asile. Et également, l'autre paradoxe, c'est que dans les régions où aujourd'hui on a le plus de demandeurs d'asile, qui sont le Proche et le Moyen-Orient, eh bien, la plupart des pays ne sont pas signataires de la Convention de Genève. Donc il y a une sorte de situation à colmater qui est assez complexe. Et seule la Turquie est signataire dans la région de la Convention de Genève, mais elle s'en est tenue depuis toujours à l'attribution de ce statut de réfugié aux Européens. Elle n'a pas élargi le bénéfice de la Convention de Genève aux non-européens, ce qui fait qu'un certain nombre de gens, elle a 5 millions de réfugiés sur son territoire, je rappelle, sur 80 millions d'habitants, mais ceux qui veulent un statut plus confortable qu'un titre d'un an renouvelable chaque année avec possibilité de travailler, vont chercher ailleurs, c'est-à-dire vers l'Europe, un statut. Donc, je rappelle quelques éléments fondamentaux en la matière. Je rappelle un peu le passé en disant que beaucoup de choses existaient déjà et ne sont pas aussi nouvelles qu'on le pense. On avait 5% de migrants internationaux sur la planète en 1900. Aujourd'hui, on a 3,5%. Ce n'étaient pas les mêmes, mais c'était aussi quelque chose d'important. Il y avait des tas de pays qui se sont peuplés à cette époque avec des migrants. Je dis pour la période contemporaine qu'on est dans une sorte de chaos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement il y a la confusion sur les chiffres, il y a la confusion sur des tas d'idées fausses qui circulent auxquelles j'essaye de répondre en disant, pour l'Europe, par exemple, la question de la concurrence sur le marché du travail est un faux débat, puisque les flux de gens qui viennent pour travailler, on n'est plus dans la période des 30 glorieuses, c'est 15% des flux légaux annuels qui viennent pour travailler. Le reste, c'est des réfugiés, du regroupement familial, des étudiants. Donc, même s'ils étaient concurrents, ce qui n'est pas le cas sur le marché du travail européen, de toute façon, c'est une toute petite partie aujourd'hui des flux d'entrée. L'autre, il y a les idées reçues fourmillent dans ce contexte-là, mais la plupart des gens qui viennent ne viennent pas pour la sécurité sociale. Quand on a 20 ans, ce n'est pas nécessairement pour la retraite ni pour la sécurité sociale qu'on vient. Ils viennent parce qu'ils veulent des opportunités de vie, construire un projet de vie qu'ils n'ont pas la possibilité, à leurs yeux, de réaliser chez eux. Donc ce sont des gens qui sont plutôt des classes moyennes et qui n'entrent pas dans la catégorie où ils peuvent obtenir des visas. Les riches des pays pauvres peuvent facilement circuler légalement parce que plusieurs pays, dont certains pays européens, donnent des titres de séjour à des gens qui arrivent avec un capital. Même si vous achetez un appartement à Londres de telle surface, vous pouvez avoir un titre de séjour. Pareil en Suisse, pareil au Portugal, etc. Donc, ou alors ils sont très qualifiés, ils entrent dans les catégories sélectionnées, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou au Canada, ou alors ils sont sélectionnés comme étudiants, donc ils peuvent circuler avec des visas. La plus grande inégalité, une des plus grandes inégalités qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est le droit de circuler. Nous, on peut circuler dans le monde entier sans visa pour une période de 3 mois dans 173 ou 174 pays selon les pays européens. Si vous êtes russe, vous circulez dans 91 pays sans visa pour 3 mois. Si vous êtes afghan, soudanais, somalien, eh bien ça se compte sur les doigts d'une main. Donc vous ne pouvez pas circuler, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Donc que font les gens ? Ils font appel au trafic, aux trafiquants et à l'économie du passage qui est florissante depuis ces dernières années. Avec le résultat, c'est que non seulement les trafiquants prospèrent, mais qu'on a eu 30 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000, dans une très grande indifférence des Européens et dans le silence de beaucoup de pays du Sud, qui ne veulent pas attirer l'attention sur le fait que, de leurs bailleurs de fonds éventuels, que chez eux, les jeunes veulent tous partir. Moi, parfois, quand je vais dans des universités des pays du Sud, je rencontre des jeunes qui veulent tous partir. Il y a une enquête qui avait été faite au Maroc par l'université de Rabat qui disait que 65% des jeunes Marocains, qui n'étaient pas que des gens de l'université, avaient l'intention de quitter le pays. Et ce n'est pas le pire, loin de là. Donc, on est dans un contexte où la mobilité est à la mode parce que les gens, ils sont informés, ils regardent la télévision, ils ont Internet, ils ont l'électricité, ils ont le portable, etc. Ils se disent, moi, je veux vivre comme j'ai vu à la télévision. Je ne veux pas vivre chez moi parce que chez moi, j'ai 100% de chance, comme disent les gens de Calais, que ma vie soit un échec. Si je reste chez moi, j'ai 100% de chance que ma vie soit un échec. Ça, c'est très, très important. Donc, ils veulent se donner un projet de vie
et donc partir. Aujourd'hui, la solution pour beaucoup, l'option migration est dans toutes les têtes dans le monde entier parce qu'il y a des opportunités de voyage qui ne sont pas trop chères, même si pour beaucoup, si on n'a pas de visa, il faut payer très cher les passeurs. Donc voilà un peu l'élément dans lequel on est. On est dans des politiques des grands pays d'immigration du monde qui sont très contradictoires parce que d'une part, elles sont dans un libéralisme économique qui s'est beaucoup amplifié en nombre de pays qui sont sous ce régime, mais en même temps, elles sont de plus en plus sécuritaires. Et c'est ce que certains appellent le paradoxe libéral. On est dans l'affichage du libéralisme économique, mais dans la sécurité des frontières. Et on perd beaucoup d'argent avec la sécurisation des frontières. Non seulement ça coûte très cher, et ce n'est pas très efficace, mais par ailleurs, ça nuit à toute une série d'activités économiques qui auraient lieu si plus de gens pouvaient aller, venir. L'aspiration des gens, ce n'est pas de s'installer chez nous, c'est d'aller, venir. Et dès qu'on ouvre les frontières, comme on l'a fait à l'Est, et comme certains pays du Sud peuvent l'avoir avec ceux qui ont des visas à entrée multiple ou la double nationalité qui se développe pour cette raison, eh bien, ils circulent de part et d'autre. Donc l'aspiration, c'est la mobilité comme mode de vie, comme nous d'ailleurs. Hein. Les gens du Sud sont de plus en plus comme nous, ils nous ressemblent de plus en plus et ils veulent bouger comme mode de vie dans toutes les activités professionnelles et extra-professionnelles de leur existence. Donc là, c'est une très grande inégalité à l'échelle du monde, la fracture du droit à la mobilité. Alors, pour répondre à tout ça, il y a des projets qui se sont construits. D'une part, il y a des groupes de pays qui ont construit des espaces de libre circulation, liberté de travail, etc., notamment l'Europe, pour les Européens, qui ont construit autour, bien sûr, des frontières de plus en plus, disons, dissuasives, avec l'idée aussi que l'appel d'air, ça allait arrêter les gens. Parce qu'en Europe, beaucoup de ceux qui font ces politiques migratoires, c'est des gens de l'État, mais ils croient que l'État, partout, a une existence. Et dans beaucoup de pays, l'État n'existe pas du tout. Hein. Les jeunes, les Afghans, ils ont des quantités d'obligations de quitter le territoire dans leur poche, mais ça leur est complètement égal. Parce que pour eux, l'État, chez eux, n'existe pas, mais ils croient qu'ici non plus. Donc en fait, l'idée que faire une politique dissuasive, ça va arrêter les gens et que plus on les accueille mal, moins ils viendront, c'est une idée qui n'a pas fonctionné. C'était l'idée de Calais. Hein. On les accueille très mal, ils ne viendront pas. Mais pas du tout. Parce qu'ils ne viennent pas pour les bénéfices qu'ils vont trouver ici, ils viennent parce qu'ils sont poussés hors de chez eux par le constat qu'ils font qu'il n'y a pas d'espoir. Et pour terminer sur cette idée, en fait, il y a des quantités. Aujourd'hui, il y a 22 espaces de libre circulation dans le monde qui fonctionnent plus ou moins bien. Souvent, on a fermé les frontières quand il y a des conflits entre certains États, le Sahara occidental, quelques autres cas comme ça. Mais ça permet aussi à des gens de venir travailler dans le pays d'à côté. Au sud, les frontières sont beaucoup plus ouvertes qu'elles ne le sont au nord. Donc, si on va du sud au sud, on a très peu de droits dans le pays où on va travailler. Souvent, on n'a pas le droit de faire du regroupement familial, mais on peut circuler. Donc, on a beaucoup d'espaces de liberté de circulation. On en a plusieurs en Afrique. On en a un en Amérique latine qui est le l'UNASUR, un en Asie qui est l'ASEAN. On en a un entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, etc. Ça permet la circulation de la main-d'œuvre dans des espaces où il y a besoin de faire circuler les gens à cette fin. Et puis, il y a un projet qui a été construit par Kofi Annan depuis les années 2006, donc il y a 10 ans d'âge, de mettre autour de la table tout le monde, ce qu'il appelle le multilatéralisme, pour essayer de construire des normes qui s'imposeraient aux États, en disant finalement, on est dans le Far West aujourd'hui, c'est les seuls riches pays d'immigration qui imposent avec les visas leurs règles, avec des conséquences tout à fait dramatiques. Et donc, si on veut que la mobilité soit positive pour le migrant, pour le pays de départ et pour le pays d'accueil, si on veut plus accompagner la mobilité que l'interdire, si on veut que le droit de migrer soit un droit de l'homme pour le XXIe siècle, il faut que des normes s'imposent. On a réussi dans d'autres domaines à se mettre d'accord. C'est le cas pour l'environnement, c'est le cas pour le commerce, pour l'aviation aérienne, dans toute une série de sujets. Pourquoi pas pour les questions migratoires. Donc, il a construit ce qu'on appelle le Forum mondial migration et développement, où tous les ans, il y a une réunion. Cette année, ça va être à Berlin, à l'automne, pour mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, mais aussi beaucoup d'acteurs de la société civile, comme les associations, le patronat, les églises, les syndicats, les associations de droits de l'homme, les associations de migrants, etc., pour pointer les cas les plus cruciaux de
où les gens qui sont mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires à l'échelle du monde, selon la région où a lieu le forum. Et puis tous les 7 ans, on a une sorte de grand bilan de synthèse au dialogue qu'ils appellent le dialogue de haut niveau, pour essayer de faire en sorte que plus de pays signent la convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui pourtant, pour l'instant, depuis 1990, n'a été signée que par une 50aine d'États, tous du Sud, et pour faire en sorte que des effets pervers qui sont liés au fait que c'est un phénomène d'interdépendance, la migration, mais qui n'est pas pensé comme tel, soient évités, et pour qu'on n'ait pas les drames que l'on a aujourd'hui à l'échelle du monde. Donc voilà un peu l'état du débat pour résumer très rapidement, et sachant que dans le futur, on aura une poursuite de ce phénomène lent et continu que sont les migrations internationales. Ce n'est pas un phénomène conjoncturel, mais c'est un phénomène structurel du monde d'aujourd'hui qui va se poursuivre, quelles que soient finalement les politiques qui vont être menées, qui n'ont qu'un effet très mineur sur les flux qui se déroulent dans divers endroits de la planète. Merci infiniment, Catherine. Évidemment, ce que tu dis nous suscite en chacun d'entre nous une série de questions et je pense qu'après, le débat sera très riche. On est dans une phase où dans le monde, le droit international est quand même assez mis à l'épreuve parce qu'il n'est pas respecté partout et que je pense que les instruments de protection des migrants, qu'ils soient des migrants ou des réfugiés, n'est pas respecté, pas plus. Et on peut se interroger sur l'idée de faire des batailles pour que ces conventions internationales soient signé et ratifié par d'autres pays pour que ça devienne un bien commun, un consensus international. Et après, on se demande si c'est là le bon endroit de la bataille à faire. On reviendra, je propose qu'on fera après un petit moment de discussion sur les politiques publiques, parce qu'il y a un tel écart entre le phénomène en tant que tel et la réponse à ce qu'on appelle la crise, qui est plus une crise des politiques publiques de réponse au phénomène migratoire qu'une crise en soi. On en parle après, si vous voulez, on va faire un petit tour de table. Je voudrais tout de suite donner la parole à Catherine Portevin, qui donc nous place à un endroit très intéressant avec ce petit livre qui répond à des questions qu'on se pose, que beaucoup de gens se posent en tout cas, pour essayer de fournir des éléments de réponse et de compréhension du phénomène, et qui a un avantage, à mon avis, très particulier. J'ai vraiment apprécié sa lecture parce qu'il place la question migratoire à hauteur d'hommes ou de femmes ou d'enfants, si vous voulez. C'est-à-dire, on arrive à voir ce qui se passe concrètement dans les parcours migratoires à travers les différents chapitres des différentes questions qui sont posées dans le livre. Merci. Alors, effectivement, ce livre est encore plus modeste que celui de Catherine Vitol de Benden. Mais sur le fond, on verra qu'il y a beaucoup de convergences et que le travail qu'elle effectue a été extrêmement précieux, y compris pour nous. Donc, je rappelle que j'ai fait ce livre avec Claire Rodier, qui est juriste. C'est elle qui avait le fond et moi, je faisais la forme. Qui est juriste au GISTI et qui est aussi cofondatrice du réseau Migre-Europe, qui est un réseau dont vous faites partie. J'en fais pas partie, mais j'utilise vos travaux pour mes étudiants et c'est très, très précieux. Voilà. Et la préoccupation que nous avons eue, et qui était une bonne idée suggérée par l'éditeur La Découverte, c'était c'était un moment. Il y a eu un moment, l'été 2015. Je crois que c'est la déclaration de Merkel qui, tout d'un coup, a autorisé que le débat ait lieu, simplement. Il y a eu une parole politique, un homme politique, une femme politique, a eu enfin une parole politique là-dessus, c'est-à-dire en disant nous devons et nous pouvons, et du coup, on a dû et on a pu. Alors après, avec les crispations auxquelles on a assisté, mais néanmoins, ce moment d'ouverture nous a donné l'envie de
poser toutes les questions, de prendre au sérieux toutes les questions, même les plus spécieuses, qui sont quelquefois posées de bonne foi, c'est-à-dire est-ce que dans l'urgence, c'est pas mieux d'ériger des murs pour stopper les arrivées plutôt que d'être débordé par le flux? Ça, c'est une question, par exemple. Comment peut-on répondre à ça d'une façon convaincante? Mais aussi des questions très concrètes qui expliquent pourquoi est-ce que les migrants qui arrivent sur le sol européen peuvent choisir leur pays d'arrivée, où on explique que non, justement. Et puis, évidemment, beaucoup de précisions sur les chiffres. Et la question qu'on s'est constamment posée en faisant ce livre et qui rejoint la préoccupation de Catherine sur la question des termes, sur la question du vocabulaire, c'est aussi trouver comment trouver un discours qui ne soit ni celui de l'expert, ni celui du militant. Quelque chose qui parte vraiment le plus proche possible des questions de tout un chacun. Et ça a été notre effort permanent dans l'énoncé, dans la sélection des questions auxquelles nous avons répondu, mais aussi dans la manière d'y répondre. Et voilà, je crois que ça, c'était un travail d'information qui était important, mais ça nous a mené aussi à des réflexions sur, bien sûr, la question du terme de migrants et réfugiés, par exemple, où on dit un peu les mêmes choses que Catherine Witold, parce que finalement, le HCR lui-même reconnaît maintenant des flux mixtes, c'est-à-dire des flux où les gens ne sont pas... c'est pas repérable, même sur un groupe de personnes, même s'ils viennent du même endroit, de faire le fameux tri entre les bons et les mauvais, et que même à l'intérieur d'une même personne, il y a de multiples raisons de la migration. Et on pourrait peut-être presque même parler de possibilités même de persécutions économiques qui peuvent exister, c'est-à-dire des paysans qui ont été spoliés de leurs terres par des groupes factieux, qu'un État est incapable de contrôler, qui donc ces paysans sont obligés de migrer vers la ville, où ils ne trouvent pas de moyens de subsistance, l'État ne peut pas les protéger, et donc finalement ils se retrouvent dans un canot pour des raisons économiques, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en ville. Mais si on remonte un peu plus loin dans leur parcours, on se rend compte que, bon, au départ, ils ont été persécutés. Et effectivement, on sent bien que toute cette tentative de faire le tri, cette obsession du tri entre le bon et le mauvais, le désirable et l'indésirable, est une chose qui est permanente en fait dans l'histoire de l'immigration, et qui est particulièrement absurde aujourd'hui, qui devient complètement absurde. Nous, on plaide plutôt pour que tout le monde s'appelle migrant, et que effectivement on élargisse cette focale en pensant à la question de la mobilité comme étant le droit d'aujourd'hui. Quand vous disiez la mobilité est à la mode, je crois que on peut le comprendre d'autant mieux parce que nous vivons dans le même monde malgré tout, que la mobilité est à la mode aussi pour les jeunes d'ici. Et non pas parce que ce serait la preuve que la France ne sait pas retenir sa jeunesse et que la vie serait insupportable en France, mais simplement parce que, oui, on a tous en tête, et les jeunes générations encore plus, l'envie et la nécessité, ressentir comme une nécessité dans son existence de pouvoir bouger, aller et revenir. L'essentiel étant de pouvoir revenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, sur la question qui est souvent posée, qu'on entend souvent de gens tout à fait bien intentionnés qui essayent en disant il faut qu'on essaye de trouver des solutions, cette fameuse question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les aider à rester chez eux plutôt que de mal les accueillir? Et là, bon, outre toute la gabegie qu'il peut y avoir sur les crédits qui sont alloués à l'aide au développement, qui sont de plus en plus en réalité destinés à organiser, y compris en l'externalisant,
le barrage des migrants, c'est-à-dire en gros la manière d'aider, je ne sais pas, le Maroc ou la Libye pour son développement, c'est de lui donner de l'argent pour qu'il arrête les migrants, pour les empêche de sortir de leur pays. Ce qui est une façon de concevoir le développement un peu particulière. Mais au fond, sur cette question-là, c'est intéressant de savoir ce qu'on a en tête quand on dit est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas les aider à rester chez eux. Et ça nous a beaucoup intéressé d'y réfléchir. D'ailleurs, c'est une des questions qui nous a donné le plus de mal, en dehors des faits, là, de cette question de l'aide au développement qui peut être expliquée. C'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on se pose cette question et se rendre compte que qui sommes-nous pour décider que ceux-là, que c'est le bonheur de rester chez soi, que ceux-là qui ne sont pas nous ne peuvent qu'avoir envie de rester chez eux. Peut-être ils ont envie de rester chez eux, comme nous, on peut avoir envie de rester chez nous, mais nous, on a envie de rester chez nous parce qu'on peut sortir et parce qu'on peut revenir. Voilà. Et cette question de savoir si on veut un monde où des gens sont, comme disait Zygmunt Bauman, contraints à la localité, c'est une question extrêmement importante et je crois que c'est vraiment à ça que nous voulions arriver. Nous ne le savions pas forcément au départ en commençant cette liste de questions qui a été faite d'une façon très pragmatique de cette manière-là. Et moi, en tout cas, sur cette question-là, ça nous a beaucoup intéressé de voir que nous en arrivions là. C'est-à-dire vraiment, on est devant aussi un choix, le choix du monde dans lequel nous voulons vivre, très clairement. Et cette question du droit à la mobilité, c'est un grand chantier, vous le dites très très bien. On a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir comment on va s'y prendre. Est-ce que les nations seront des acteurs ou des obstacles? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir, il faut abolir les nationalités et concevoir des citoyennetés sans nationalité? Toutes ces questions-là qui sont problématiques parce que si nous rêvons d'un monde fluide, nous ne rêvons pas forcément d'un monde où il n'y aurait plus d'État, plus de lieux, plus de frontières. C'est pas de ça qu'il s'agit quand on pense au droit à la mobilité au point de vue international. Mais c'est quand même un problème extrêmement important. Et en ce qui concerne l'Europe, on est vraiment dans cette nasse où on a des conventions, la Convention de Genève en particulier, qui est bafouée régulièrement ou contournée par des mesures et des politiques publiques qui sont évidemment le contraire de la Convention. Et on continue de proclamer vaguement notre attachement aux droits de l'homme. Et là, on est effectivement devant un dilemme. Soit, si on veut être cohérent, soit on décide que non, les droits de l'homme, enfin en tout cas la Convention de Genève n'est plus applicable, donc on renonce aux valeurs, on renonce et on ferme les frontières. Bon, certains l'ont rêvé, certains l'ont fait. En tout cas, dans le monde, par exemple, le pays le plus exemplaire de ce genre, c'est l'Australie. Enfin, vous me détromperez si l'Australie a réussi magnifiquement ce qu'ils appellent la solution Pacifique. Pacifique, c'est le nom de l'océan, c'est pas, vous allez comprendre, qui consiste à véritablement payer toutes les îles, les petits États alentours et empêcher vraiment complètement, quelquefois d'une façon particulièrement violente, toute migration intérieure de l'Australie. On peut faire ce choix. On peut aussi faire le choix inverse. Et bon, c'est vrai que là-dessus, on était un peu saisi d'anxiété en se demandant quelle était encore la force de cette... là, on est peut-être dans la morale, hein, mais peut-être quelle était encore la force de l'attachement à ce que nous voulons être en tant que monde d'accueil, même si nous, il nous semble quand même que même si les urnes vont dans le sens de la fermeture, et bizarrement là, la campagne électorale étant ce qu'elle est, curieusement, on n'en a pas du tout parlé de ces sujets-là. On n'en a pas parlé et on se doutait que si on en parlait, il y aurait malheureusement un consensus plus vers la fermeture que vers l'ouverture.
Mais nous, on a quand même encore un peu l'espoir que, au fond de nous, c'est pas un monde qui est souhaitable, mais pas seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons de vie, simplement, du monde. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais après, je pense que le mieux, c'est de continuer de discuter et de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il me semble que ce que vous ressort de ce que vous dites est d'abord le côté totalement vain de la volonté de fermer les frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je l'ai lu, je crois, dans vos 2 bouquins, même l'idée que en développant les pays, on empêchera les gens de bouger et que, en gros, la migration, pour la combattre, il faut la combattre à l'origine, dans ses origines, donc à travers le développement dans ces pays-là. Aujourd'hui, vous mettez en discussion ça parce qu'on montre bien, peut-être ça serait intéressant que vous nous l'expliquiez un peu mieux, parce que c'est, je trouve, une des idées reçues assez classiques et dont se servent d'ailleurs aussi les politiques publiques sur lesquelles on reviendra après. Mais je pense, Catherine, peut-être... Alors, en fait, on a toute une approche, une autre idée reçue que j'avais oublié de développer tout à l'heure, c'est que dans beaucoup de discours politiques, on dit il n'y a qu'à développer et il n'y aura plus de migration. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors, d'une part, il y a un fond un peu culturel de l'Europe, peut-être la dimension un peu caritative. Il faut aider, comme ça les gens, ils seront moins malheureux. D'ailleurs, ce n'est pas les plus malheureux qui partent, comme je l'ai dit. Donc, bon. Enfin, ça, je pense que ça joue dans l'approche. L'autre aspect qui joue encore plus, c'est qu'en fait, pour l'Europe, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe du Sud était une terre d'émigration, avant d'être une grande terre d'immigration aujourd'hui, puisque c'est aux confins de la Méditerranée. Donc, c'est là qu'arrivent les gens en Italie. Ça a été le cas en Espagne, en Grèce, à Malte, etc. Et donc, dans le passé, c'était des pays de départ. Aujourd'hui, on célèbre les 60 ans du traité de Rome, quand on a conclu le traité de Rome, il y avait 5 pays d'accueil et un pays de départ qui était l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces pays du sud de l'Europe? C'est qu'ils ont eu, en Italie, il y a eu le décollage, le miracle économique italien. Pour les autres pays, ils sont sortis des dictatures dans les années 74, 75. Donc, il y a eu d'une part, il y a la démocratie. Et progressivement, ils sont entrés. Il y a eu un déclin démographique aussi, un tassement démographique. Par ailleurs, ensuite, ils sont entrés dans l'Europe. Donc, tous ces facteurs ne se sont pas produits sur la rive sud de la Méditerranée. Donc, on a cru que ça allait se passer de cette façon-là sur la rive sud de la Méditerranée. Ils ne sont pas entrés dans l'Europe, donc ils n'ont pas eu les fonds structurels européens. Le tassement démographique s'est produit plus tard, la transition démographique. D'autre part, il n'y a pas eu donc de décollage économique qu'on a connu en sortant des dictatures dans certains pays européens. Donc tout ça, ça fait que au sud, ça ne se passe pas comme ça. Et que pour l'instant, ce que montrent les économistes du développement, à l'Institut de recherche sur le développement, par exemple, c'est que la migration est un facteur de développement humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les migrants envoient de l'argent chez eux, 420 milliards de dollars. Il ne faut pas oublier que dans l'aide au développement, les pays d'accueil comptent aussi ce que les migrants envoient dans leur pays. Donc les migrants sont des acteurs du développement, mais aussi on décompte l'argent que les migrants ont apporté dans leur pays. 420 milliards de dollars l'année dernière, donc 3 fois de l'aide publique au développement, et que d'autre part, et c'est du développement, c'est pas du développement qui va créer des usines qui fument et qui va employer des gens, mais c'est du développement humain, c'est-à-dire meilleure éducation, accès à l'eau, éventuellement des routes, un dispensaire, etc., du développement humain. D'autre part, le développement est un facteur de migration. Parce que plus les gens sont, comme je vous ai dit, diplômés, urbains, informés, etc., plus ils veulent vivre comme nous. Donc, ils ne sont plus dans le fatalisme de leurs grands-parents qui se disaient on va attendre qu'il pleuve et peut-être que ça ira mieux, ou on va rester chez nous. De toute façon, on n'a même pas envisagé d'aller ailleurs. Eux, ils se disent si ça ne va pas chez nous, on part. Donc, tout à fait une autre approche des choses. Et donc, aujourd'hui, le développement est un facteur de mobilité. Plus les gens sont dans un état de développement humain avancé, plus ils considèrent que la mobilité fait partie ou doit faire partie de leur mode de vie. Et donc, dans le futur, si on a plus de développement humain,
c'est-à-dire plus grande espérance de vie, meilleur niveau d'éducation, meilleur niveau de vie, ben, on aura de plus en plus de gens qui aspirent à bouger. Comme nous d'ailleurs, on est très contents si nos enfants vont dans des programmes Erasmus et si nous-mêmes, on a un cursus qui nous permet d'aller à l'étranger, qui nous permet de diversifier nos expériences professionnelles. On dit c'est toujours un plus, etc. Mais pour eux, ils sont pareils. Et on veut pas, on ferme les frontières pour eux, mais pour nous, on dit que c'est formidable. On est très contents il y a des gens qui vont s'installer au soleil. Enfin, le phénomène des seniors au soleil, ça se développe beaucoup pour les gens du Nord. Pour les gens du Sud, il n'y a pas la possibilité de faire ça. Et donc, en fait, il y a une valorisation de la mobilité aujourd'hui. On n'a jamais autant valorisé la mobilité qu'au XXIe siècle. Et on n'a jamais autant fermé les frontières au plus grand nombre qu'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un système de poids, de mesures qui crée à nos frontières, d'ailleurs, disent les spécialistes de relations internationales, la violence à nos portes. Si il n'y avait pas de migration et si les frontières étaient hermétiquement fermées, la situation de dangerosité et de fracture à l'échelle du monde serait encore plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y aurait une insatisfaction totale de gens qui sont au chômage à 50% pour les jeunes dans certains endroits, qui n'auraient pas le droit de sortir de chez eux, qui seraient enfermés dans des régimes autoritaires, et on aurait encore plus de tensions que ce qu'on a aujourd'hui sur la scène mondiale, et encore plus d'écart aussi sur les points les plus frappants de ces lignes de fracture qu'aujourd'hui. Donc un monde qui bouge atténue les grandes lignes de fracture du monde. Voulez-vous réagir à ce que vient d'être dit ? Non, je voudrais compléter par la question inverse, c'est-à-dire, parce que c'est souvent caricaturé comme ça dans le débat, préciser que penser la mobilité ne signifie pas no border. Absolument pas. Voilà. J'ai jamais dit qu'il fallait fermer les frontières aujourd'hui. Ni les fermer, ni forcément, ça ne veut pas forcément non plus dire que pour les ouvrir, ou en tout cas, ou même les abolir, comme certains caricaturent cette position. Mais la question de la frontière est évidemment à repenser comme passage, simplement. Voilà, c'est la seule chose que vous verrez. Merci, parce que c'est très intéressant. On disait tout à l'heure bien nommer les choses et aussi prendre en compte la complexité de tous les aspects de cette... La frontière en est un de lieu de complexité, parce que la frontière, elle est considérée comme quelque chose de protecteur pour certains. Et même à l'origine, elle était protectrice. Elle est toujours pour les réfugiés. Elle est toujours pour les réfugiés. Et en même temps, la frontière est un lieu aussi de contamination, ne serait-ce que linguistique. Quand on est près d'une frontière, on passe d'une langue à l'autre un peu progressivement. On parle les deux langues des deux côtés de la frontière. Donc il y a effectivement une perméabilité de la frontière. Donc la frontière est un lieu de passage, d'échange et de passage, y compris de contrebande, de tout, et même des idées, de tout ça. Et du coup, je pense que c'est particulièrement intéressant de voir à quel point tous les termes sont un peu polysémiques, d'une certaine manière, dans ce vaste sujet. Moi, je propose maintenant, j'ai évidemment une question qui me brûle les lèvres, mais je la poserai après. Je voudrais vous demander s'il y a des questions. Mais là, j'aurais besoin d'un deuxième micro, s'il y a moyen d'avoir un deuxième micro, parce que ça sera plus pratique. Entre-temps, il est là. Parfait. Merci. Des questions? Y a-t-il des... Je vous en prie. Ou des commentaires Oui, enfin, non, je voudrais revenir sur votre dernière intervention à propos du développement et le fait que le développement pourrait... À court terme et à moyen terme. Oui, pourrait susciter. Mais il n'empêche, pour moi, c'est pas clair, parce que on voit bien aussi que vous avez cité en Europe les anciens pays d'émigration qui étaient, et puis au-delà le bassin méditerranéen qui avait effectivement été un grand vivier d'émigration, au moment où il y avait un différentiel considérable de développement, justement.
Et donc, actuellement aussi, on voit aussi que, par exemple, entre le Mexique et les États-Unis, c'est parce qu'il y a un différentiel de développement que la migration se fait dans un sens et pas dans l'autre. Donc, c'est pour ça que votre argumentation sur le fait que le développement dans les pays exportateurs de main-d'œuvre ne serait pas à court. Voilà, c'est ça que je voudrais comprendre. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, les pays ont connu un développement ou un décollage économique important, l'Espagne, l'Italie, par exemple, ou la Grèce, etc., l'émigration s'est arrêtée. On voit aussi également qu'en Grèce. Et en Grèce aussi, on voit que quand la crise est arrivée après de 2008, et la crise dont ils ne sont pas sortis, de nouveau, l'émigration a recommencé, vous voyez, par rapport au fait d'une crise économique qui rend la situation de vie insupportable sur place. Donc voilà, c'est sur ce point que je voudrais que vous apportiez d'autres éclaircissements. Alors, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. En fait, c'est surtout l'OCDE qui a travaillé là-dessus, qui a fait un rapport là-dessus, qui dit à long terme, dans ces pays, c'est-à-dire peut-être dans 100 ans, le développement sera une alternative à la migration. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs choses. D'une part, dans certains pays, on est en transition démographique, donc on a moins d'enfants, mais il y a quand même encore une population très jeune. Hein. L'âge médian sur la rive sud de la Méditerranée, c'est 25 ans. En Europe, c'est 40 ans. En Afrique subsaharienne, c'est 19 ans. Donc déjà, il y a beaucoup de jeunes sans emploi. Donc d'ici, même s'il y a un décollage économique hypothétique, tous les jeunes soient occupés pour l'instant, ça prendra un certain temps. Première chose, ce qui n'est pas le cas en Europe, puisqu'en Europe, on avait tous ces pays qui étaient des pays pauvres, qui sont devenus des pays d'accueil aujourd'hui, l'Europe du Sud, ont eu au contraire un tassement démographique, d'ailleurs parfois dramatique, en une seule génération. Ce n'est pas le cas au Sud. D'autre part, il n'y a pas, dans beaucoup de pays du Sud, de démocratie. C'est-à-dire que les gens, ils partent pas uniquement pour des raisons économiques. C'est rarement les plus pauvres qui partent. Ils partent parce qu'ils veulent vivre, tout simplement vivre pour différentes raisons. L'orientation sexuelle, en tant que femme, ils veulent réaliser leurs projets professionnels, ils veulent toute une série d'éléments qui font que ce n'est pas uniquement l'aspect économique qui les pousse hors de chez eux, c'est voir du pays, vivre tout simplement de façon plus égalitaire. Aussi, il y a des pays où il y a quand même beaucoup d'inégalités que ce qu'ils trouvent chez eux. Donc tous ces facteurs qui sont un mélange de facteurs économiques, politiques, culturels, sociaux, font que beaucoup de gens veulent bouger pour se donner une deuxième chance dans la vie s'ils ont eu le malheur de naître dans des pays pauvres et mal gouvernés, ce qui malheureusement est le cas de beaucoup des pays de départ. Alors dans le long terme, on peut imaginer que le développement à tous les sens du terme sera une alternative aux migrations, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et dans le court terme et le moyen terme, le développement sera un facteur de mobilité. D'autres questions ? Je vous remercie beaucoup. C'était très précieux, très précis aussi. Je vais simplement rebondir un peu sur les dernières formules de Catherine et de Wengen. Le développement, d'accord, mais le développement, on l'attend depuis 40, 50 ans. Et malheureusement, je suis d'accord quand vous dites que, bien sûr, à partir du moment où les classes moyennes commencent à connaître une certaine forme d'éducation, une élévation des niveaux de vie, on a envie de bouger, et c'est normal, et c'est absolument légitime, et je suis d'accord sur le fait que il faudrait ouvrir les frontières, mais quand même observons qu'aujourd'hui, il y a effectivement quand même à la fois une poussée migratoire qui est absolument vertigineuse, hein, et dans l'opinion publique française en particulier, dans une bonne partie de l'Europe, hein, ce sont des murs qui s'édifient. Il faut absolument pas, à mon avis, quand même éliminer ou minimiser la responsabilité des pays de départ. Hein, on a parlé du Maroc.
vous avez dit que 65% des étudiants qu'on a pu... Des jeunes hein, ont envie de bouger, ont envie de quitter leur pays. Même chose en Algérie, même chose en Tunisie certainement. Enfin bon. Et tout ça quand même, ça doit... enfin, on ne doit pas occulter d'aucune façon, à mon avis, la responsabilité des gouvernants de ces pays. Hein, c'est vrai que les remises d'émigrés représentent des sommes absolument fabuleuses. Vous avez dit 80 milliards de dollars, hein, c'est bien cela, 3 ou 4 fois ce qu'on appelle l'aide au développement. Mais ces remises d'émigrés permettent à beaucoup de pays de vivre. Pensons par exemple au pays soninké dans l'ouest du Mali. Foyer de départ depuis des lustres, et bon, la population s'est installée dans un genre de vie que nous connaissons, enfin qui est de va et de vient. Bon, on ne peut pas considérer tout de même que les remises d'émigrés aient permis de construire quelque chose qui encouragerait la population à rester au pays. Bon, je suis trop long, mais je suis terriblement inquiet en particulier aussi, il faudra qu'on en parle peut-être, de la manière dont notre gouvernement, en cette période électorale, fait tout pour que les migrants qui sont en masse, il paraît qu'il en arrive aujourd'hui, rien qu'à Paris, 60 ou 80 tous les jours. Hein, il doit y avoir à peu près aujourd'hui 20 000, je fais les chiffres de la CIMAD, 20 000 migrants qui ont été dispersés dans des centres en Île-de-France, et ces centres, on les cache littéralement à l'opinion publique, c'est-à-dire que les migrants peuvent entrer et sortir, mais ils sont là depuis des mois maintenant, et sans contact avec la population, sans avoir la possibilité de travailler. On ne voit absolument pas, et je comprends parce que notre gouvernement ne voit pas davantage comment résoudre ce qui est un énorme problème, aussi bien politique qu'économique et social. Merci. Merci bien. Y a-t-il une autre question ? En fait, on pourrait commencer à penser, parce que ça, c'est quelque chose qui serait intéressant. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Juste un point à ce propos qui est tout à fait intéressant. En fait, les transferts incitent les gens à continuer à partir. Parce qu'en fait, dans les régions de départ, non seulement ils reçoivent l'argent des migrants, mais ils reçoivent aussi des politiques d'aide au développement, parce que ces politiques d'aide au développement maintenant, qui sont plutôt du développement local, décentralisé, etc., nous conduit les pays d'accueil à conclure avec les associations de migrants, parce qu'on a dit avec les chefs d'État, l'argent va en Suisse, ça ne sert à rien, pour caricaturer. Et donc, maintenant, on conclut avec les migrants. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, vous avez besoin d'argent, et avec l'idée que si ils reçoivent de l'aide au développement, ils partiront moins, ce qui est faux. Donc, parce qu'en fait, dans les régions de départ, il y a à la fois l'argent des migrants, puis il y a l'argent de l'aide au développement. Mais dans les régions où il n'y a pas de migrants, il n'y a rien. Donc ça crée des déséquilibres à l'intérieur des pays énormes entre les régions où il y a de la mobilité depuis, pas depuis aujourd'hui, depuis 100 ans. C'est le cas de la vallée du fleuve Sénégal et de beaucoup d'autres régions. Et les régions où il n'y a pas de mobilité parce qu'eux, ils n'ont rien. Parce qu'on essaye de dissuader les gens qui sont devant nous de partir de chez eux en disant on va vous aider au développement de votre région. Donc, qu'est-ce que vous voulez de l'argent pour ça, pour ça, pour ça. Mais eux, ils se disent finalement, je suis parti, j'ai envoyé de l'argent chez moi, puis en plus, je reçois de l'aide au développement, c'est formidable. Donc, il faut continuer à partir. Donc, ça crée une sorte de spirale migratoire que l'on a comme ça. Et l'autre point que m'inspire votre question, votre présentation, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on demanderait à un migrant africain, notamment, de développer sa région, alors qu'il n'a pas beaucoup de moyens pour le faire et que souvent, il est quand même souvent moins scolarisé que d'autres qui viennent de pays qui vont du nord au nord, alors qu'on ne demande pas à un Allemand qui va au Canada de développer son pays. Au nom de quoi, éthiquement,
Est-ce qu'on demande aux plus pauvres d'aider au développement de leur pays? Il n'y a pas de raison. Ils peuvent migrer pour leurs propres bénéfices, pour eux, pour réaliser leur projet de vie, pour éventuellement pour aider leur famille. Mais il n'y a aucune raison de dire que ces gens doivent porter sur leur dos leur pays, alors que le pays est souvent très très mal géré par quelqu'un qui s'est approprié les ressources, qui a mis cet argent-là en Suisse, etc. Donc il n'y a aucune raison que les migrants s'approprient, disons, l'idée qu'ils ont une responsabilité dans le développement de leur pays. On ne demande pas ça à une étudiante japonaise qui vient travailler en France, par exemple. Donc là, il y a un problème de vue sur qui fait quoi, qui me paraît quand même éthiquement critiquable. Merci beaucoup. Je peux juste ajouter aussi une petite chose qui m'a inspiré votre intervention. C'est que, oui, je comprends que je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une responsabilité des États de départ, non pas forcément dans le fait que la population, sa population émigre, mais dans le fait que beaucoup d'États sont des États qui ne sont pas démocratiques, où il y a beaucoup de corruption, qui ne sont pas voilà. Mais ça, c'est évident si certains pays sont inhabitables pour leurs ressortissants, c'est bien sûr il y a une responsabilité politique des États en question. Je pense que ça, on peut tout à fait reconnaître ça sans que ça règle véritablement le problème de toute façon migratoire tel qu'on l'a décrit. Et l'autre chose, c'était sur les CADA. Il me semble aussi que si on a le sentiment que ça crée une espèce d'encombrement absurde de gens qui arrivent, dont on ne sait que faire, etc. C'est aussi parce que on s'occupe pas d'eux. Ils auraient le statut de réfugiés, ils auraient le droit de travailler, ils auraient le droit d'aller et venir. Les choses seraient évidemment beaucoup plus fluides que là, dans ces centres où ils sont en attente, c'est-à-dire presque hors sol, c'est-à-dire suspendus à une demande d'asile qui a peut-être été déposée, ou maintenant il faut faire maintenant la demande d'asile. Elle peut être accordée quelquefois plus vite. Enfin, la réponse au dossier peut être plus vite, mais du coup, c'est là en amont que la file d'attente s'est allongée. C'est-à-dire qu'il faut attendre et parfois des mois, des heures avant de pouvoir simplement retirer un dossier de demande. Donc tout ça crée aussi ces situations absurdes d'attente avec ces centres qui peuvent ressembler à des centres de rétention et qui ne le sont pas forcément. Mais par ailleurs, il faut remarquer quand même que autant que je sache, peut-être que vous en savez certainement plus que moi, le démantèlement du camp de Calais et la répartition des migrants un peu partout en France a plutôt suscité beaucoup d'hospitalité privée aussi, un peu partout. Et je n'ai pas entendu beaucoup parler de lieux où cet accueil se passe avec beaucoup de problèmes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est signe que s'il y a une crise de l'accueil public, ça ne veut pas dire qu'il y a une crise de l'hospitalité privée qui existe toujours. Voilà. Et que quand on est confronté, c'est un peu comme beaucoup de situations dites de crise, si on s'approche très 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 près, eh ben, tout va bien. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas assez près. Si vous avez dans votre village une famille de 5 migrants qui arrivent, ça ne pose aucun problème. Vous trouverez toujours une solution, ça ne posera pas de problème. Les gens seront accueillis, ils feront leur chemin, peut-être qu'ils resteront, peut-être qu'ils partiront, peut-être qu'ils s'installeront, enfin bon, peu importe, ils sont libres. Enfin, voilà, il faut s'approcher très près des choses qui vont mal pour que ça aille mieux. Merci. Alors, je voudrais m'arrêter sur quelques points. En fait, il faut que ça soit, qu'on l'appelle réfugié, qu'on l'appelle migrant, il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains qui frôlent la mort, qui des fois perdent leurs enfants dans les bateaux. Vraiment, la situation, moi je travaille de près avec eux et je vois qu'il y a vraiment une grande détresse. Et la France, si je parlais aujourd'hui de la France, je ne connais pas la situation dans d'autres pays.
en tout cas, par exemple, pour les réfugiés syriens, ils viennent, c'est le rêve, d'accord? Et ils arrivent, et c'est l'enfer pour eux. Ils arrivent, ils ont un entretien après 6 mois, et ils en ont déjà marre parce qu'ils sont entassés dans vraiment, ça veut dire on les accueille, la France a dit on va accueillir les réfugiés, mais dans quelles conditions, franchement? On scolarise les enfants, d'accord? Ils sont les mieux adaptés, ils trouvent une certaine adaptation, ils apprennent la langue très vite, en sachant par exemple que la Syrie c'est un pays plus anglophone que francophone, et donc pour les adultes c'est très difficile. Et donc à quel prix? Et quand on dit on accueille, mais comment on accueille? Et ça c'est très important vraiment. Et quand on refuse par exemple une protection, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi l'avenir? Où est-ce qu'on va les envoyer lorsqu'ils ont perdu leur maison, lorsqu'ils ont perdu leur terre, leur travail, lorsqu'ils ont été torturés, et même s'ils sont partis pour des raisons économiques, ils ne peuvent plus rentrer. Parce que chaque personne qui sort de ce pays est considérée comme opposante. D'accord? Donc, c'est quoi la solution? Moi, je demande, c'est quoi aujourd'hui la solution pour les réfugiés syriens? Ceux qui ont le statut ou ceux qui ne l'ont pas. D'accord? Parce qu'il y a des enfants. Aujourd'hui, il faut penser aussi qu'il y a beaucoup d'enfants. Et ils viennent avec des enfants et ils font des enfants. Et c'est normal. Et nous aussi, on fait des enfants. Donc, il y a aussi ce reproche-là qui est très, très important. Or que tout le monde peut faire des enfants. Je suis désolée, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il faut comparer leur situation à notre situation. Il ne faut pas regarder ce qu'on leur donne. On leur donne 400 €, on leur donne 1000 €. Ça ne leur fait rien du tout. Et on sait que ce que la vie coûte, ce que le logement coûte, les difficultés qu'ils ont au quotidien, rien que pour acheter le pain, rien que pour vivre correctement. Donc, j'ai une deuxième question par rapport à la Convention de Genève qui est bafouée. Parce que c'est vrai peut-être qu'elle est bafouée ou contournée, parce que des fois il y a des dossiers qui sont traités dans 1 heure, 1 heure et demie, où on va décider voilà, qui va avoir les 10 ans ou qui ne va pas l'avoir. Or, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer dans 1 heure et demie. D'accord? Et des fois, on a besoin de 10 heures chez le psychologue pour pouvoir sortir toute cette douleur ou pour pouvoir dire ce qu'on a subi. N'est-ce pas? Donc, est-ce que les décisions sont bien prises ou ne sont pas bien prises? C'est vrai qu'ils peuvent faire appel, mais est-ce que ça aboutit? Non. Dans la plupart des cas, non. Donc, vraiment, il faudra peut-être repenser, revoir. Et en plus, quand on leur dit « vous êtes protégés », dans 10 ans, mais vous ne pouvez pas retourner dans votre pays, mais vous pouvez aller par exemple, pour le Liban, d'accord? Les Syriens peuvent aller au Liban et, par exemple, rejoindre, et puis les gens de leur famille, par exemple, arrivent à passer au Liban pour Est-ce que le Liban a signé la Convention de Genève? C'est ça, en fait, la dangerosité. C'est qu'il ne s'est pas bien expliqué. Tout n'est pas bien expliqué. Donc, il manque ça aussi. Donc, c'est vrai qu'on accepte, qu'on reçoit, mais on n'est pas au top, je veux dire. On est très loin d'être au top. Voilà, on n'est pas au top. La question voilà. Donc, la question des migrants, c'est quoi l'avenir, en fait, des réfugiés syriens aujourd'hui qui continuent à fuir? Merci. Je peux répondre peut-être sur la question de la Convention de Genève. C'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté beaucoup dessus. Il y a quelque chose qui, effectivement, devient peut-être un peu absurde dans la Convention de Genève, c'est-à-dire qu'il faut prouver que on est en raison de craindre pour sa vie individuellement, en raison politiquement, religieusement, enfin bon, etc.
Alors, il y a aussi quand même le HCR donne des nationalités qui sont éligibles au droit d'asile presque automatiquement. C'est-à-dire en ce moment, effectivement, les Syriens, les Érythréens, enfin bon, c'est en fonction des. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose effectivement d'absurde et de très persécutant dans ce processus qui consiste à interroger. C'est presque un interrogatoire qui ressemble comme à un interrogatoire de police, effectivement. Bien sûr, et puis avec toujours l'obligation de prouver les exactions ou les persécutions dont on a été l'objet ou dont on craint d'être l'objet, ce qui est encore plus difficile à prouver. Et donc les migrants essayent de s'adapter à ça. Quelquefois, les associations servent un peu à ça pour essayer de leur expliquer ce qu'il faut dire. Alors, ce qu'il faut dire, du coup, on ne les croit plus, parce qu'on entend qu'ils ne disent pas la vérité. Et on arrive à quelque chose, à une situation, enfin, si on regarde juste cette scène-là de l'interrogatoire, c'est une scène, je trouve, extrêmement pénible et très persécutante. Et qui n'est pas décisive, au fond, pas tant que ça, sur l'issue de l'accord du droit d'asile ou pas. Après c'est toute la question de l'applicabilité de la Convention de Genève dans ce cadre-là. Je pense que tant que par ailleurs, il y a une responsabilité des États dans leur manière de l'appliquer et de l'intégrer dans leurs droits. Je veux dire, ça dépend un peu aussi des pays. Après, que faire avec tous les réfugiés syriens aujourd'hui? Moi, je n'ai pas la réponse autre que celle qui serait de leur donner le statut de réfugié automatiquement. Enfin, voilà. Après, la difficulté de trouver de quoi vivre et tout ça, ça peut prendre du temps, mais au moins qu'il n'y ait pas de questions là-dessus, sur les questions des papiers, quoi. Il me semblait avoir lu dans ton livre que une grande majorité de Syriens aboutissent à obtenir le statut de réfugié. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours un peu le cas parce qu'il y a une sorte de, je dirais pas de choix, mais de parti pris positif qui a été pris par l'OFPRA, qui donne aujourd'hui les taux de reconnaissance. L'année dernière, on avait eu 79 000 demandeurs d'asile. Il y a eu 31% de gens qui ont obtenu le statut, dont essentiellement des Syriens, effectivement. Et cette année, on a eu 86 000, enfin l'année 2016, on a eu 86 000 demandeurs d'asile, un taux de reconnaissance de 36%. Donc, il y a une toute petite hausse, mais pas fondamentale en réalité. Alors, les Afghans, les Syriens, les Irakiens ont plus de chances d'obtenir l'asile que les Africains subsahariens. Alors, ce qu'on dit à l'OFPRA, c'est que on est moins généreux. La moyenne européenne aujourd'hui de reconnaissance du statut de réfugié, c'est 45%. Hein. C'était un peu plus en Allemagne, mais dans d'autres pays, c'est un peu moins, etc. Donc, en France, on est en dessous du taux de reconnaissance du statut de demandeur d'asile. Et la réponse officielle, c'est on n'a pas les mêmes demandeurs d'asile qu'en Allemagne ou en Suède, on a aussi des Africains. Et ces Africains sont ce qu'on appelle des flux mixtes, comme je disais au départ, c'est-à-dire des gens qui fuient la situation politique de leur pays sans être individuellement persécutés, mais qui cherchent du travail, qui fuient éventuellement des sécheresses, l'environnement, etc. Donc, et en fait, la seule solution de résoudre cette crise dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la crise du tri, en réalité, des gens à qui il faut donner l'asile ou pas. Heureusement qu'il y a une directive européenne qui est sortie l'année dernière qui dit qu'il faut donner le droit au travail aux demandeurs d'asile après une durée maximale d'attente de 9 mois. Parce que la France avait supprimé, il ne faut pas l'oublier, la possibilité de travailler des demandeurs d'asile en 91. Parce que l'idée que c'était un appel d'air était très répandue. Il n'y a pas eu d'appel d'air du tout, mais c'est toujours l'obsession des pouvoirs publics en la matière. Donc il n'y a pas eu d'appel d'air, mais en Allemagne, au contraire, on avait rétabli le droit au travail des demandeurs d'asile en 91 parce qu'il y avait une partie de l'opinion, ces gens-là étaient installés dans l'Europe de l'Est, qui n'avaient jamais vu de demandeurs d'asile, et ils se disaient ils sont payés à ne rien faire. Donc, pour des raisons d'opinion, en France, on a fermé le droit au travail. En Allemagne, au contraire, on l'a ouvert.
Donc on n'est pas du tout harmonisé là-dessus. Alors maintenant, on a l'obligation, ce qu'on a fait d'ailleurs en France, on a une loi, la loi sur l'asile qui a été votée en 2015, qui dit que les demandeurs d'asile doivent avoir le droit au travail donc au bout de 9 mois. Donc on a pris le maximum de la directive, en attendant dans des pays européens où ils peuvent travailler au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Mais la seule façon de sortir de cette crise qui va durer, c'est d'ouvrir plus le marché du travail, pas aux demandeurs d'asile, mais aux gens qui viennent pour travailler, les non-européens. Du temps où on avait des demandeurs d'asile, enfin des Portugais par exemple, qui sont venus, qui auraient pu demander l'asile du temps de Salazar, ils ne venaient pas parce qu'ils savaient que s'ils venaient clandestinement pour travailler, ils se feraient régulariser très vite. Aujourd'hui, les flux mixtes, dont on dit que c'est des tricheurs, c'est des gens qui viennent, qui essayent l'asile, mais parce qu'ils veulent travailler. Mais comme ils ne peuvent pas entrer légalement comme travailleurs non européens, ils tentent l'asile parce que l'asile, ça permet éventuellement, si on défend sa cause, de pouvoir entrer même sans aucun papier dans un pays où on se constitue demandeur d'asile. Donc en fait, si on ouvrait plus le marché du travail aux métiers en tension à des non-européens, on aurait moins de problèmes de tri, parce qu'aujourd'hui, les gens attendent 6 mois, comme vous avez dit, pour pouvoir s'enregistrer, ce qui est un scandale quand même, sans aucun droit en attendant. Et donc, ça permettrait de clarifier entre ceux qui viennent pour vraiment demander l'asile et d'autres qui viennent pour travailler. Et ça permettrait de ne pas être dans la confusion dans laquelle on est aujourd'hui dans beaucoup de pays européens. Mais on n'ose pas, parce que la peur du facteur d'appel est toujours pareil, et puis la peur de ne pas satisfaire l'opinion publique. Merci, bonjour. Puisque nous parlons du travail, alors si on revient à la question économique, la question de la migration pose d'abord la question du rejet de l'autre et aussi l'instrumentalisation politique. Mais si on parle de l'économie, des études ont montré que si on compte ce que coûte l'immigration par rapport à ce qu'elle apporte, c'est-à-dire la productivité de la jeunesse venant de l'immigration plus les impôts, le solde est positif, et même très largement. Donc voilà, c'est tout. C'est sans commentaire. Ça explique qu'on est en période électorale, donc on préfère la sécurité et la satisfaction de l'opinion publique aux gains économiques, même sans parler des droits de l'homme et autres, qu'on aurait avec plus d'ouverture des frontières. Donc le choix, ça a été la sécurité. Et la politique européenne de l'immigration, c'est une politique sécuritaire qui est gérée par les ministres de l'Intérieur des pays européens, et à Bruxelles, c'est géré par le sécuritaire. Donc on a, dans un contexte de libéralisme économique qui est celui de la plupart des pays européens, on a choisi le sécuritaire plutôt que le libéralisme économique en la matière. C'est un choix qui répond aux vœux de l'opinion publique, pour rassurer. Je voudrais me permettre une question. C'est la question de l'appel d'air. Parce que cet appel d'air, il faut être sûr de quoi on parle, puisque est-ce qu'on est sûr qu'il y a des appels d'air? Voilà. Parce que la question que je me pose maintenant, je mets de côté une seconde la dimension des réfugiés syriens qui ont un droit et qu'il faut juste appliquer le droit. Donc là, il n'y a pas de discussion à avoir. À mon avis, là, il faut être dans la clarté d'une préposition simple. Mais venons à la situation de la mobilité plus généralement, c'est-à-dire le plaidoyer que vous faites toutes les deux, implicitement ou implicitement, et que beaucoup de gens font sur, non pas no border, mais fluidité, facilité de la circulation, circulation facilitée, pour ne pas dire libre circulation. Moi, j'aurais tendance à dire libre circulation, mais dans le sens régulé aussi, je veux dire. Mais est-ce qu'il existe... Alors, on nous dit, ah oui, mais alors là, c'est la porte ouverte à l'appel d'air ou de je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il existe, comme il y a un phénomène massif de régionalisation de la mobilité à certains endroits, est-ce qu'on a par exemple la CEDEAO, est-ce que ça fonctionne comme un espace de circulation où il n'y a pas d'appel d'air, pas plus que ça? Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot plus précisément dans le Caucase, entre la Chine parce que c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des réalités. Alors, on a bien sûr, comme espace de circulation et de travail bien connu, on a les pays européens. D'abord, il ne faut pas oublier qu'en Europe, jusqu'en 2004,
il n'y avait que 3% d'Européens qui avaient le droit, mais qui travaillaient dans un autre pays que le leur. Donc l'appel d'air, il n'y en avait pas, parce que les Européens, ils n'étaient pas très mobiles, pour différentes raisons, linguistiques, équivalence des diplômes, etc., etc. Moins on est qualifié, moins on peut bouger, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de capacité à exporter à l'extérieur. Donc les moins qualifiés sont souvent les moins mobiles, hein, partout. Donc, on n'a pas eu d'appel d'air du tout. Même avec l'Est, on a dit que ça va être l'invasion. Moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 4 ans avec une collègue. L'invasion en 2004, il n'y a pas eu du tout d'invasion parce que les gens, ils avaient les frontières ouvertes. Ils pouvaient circuler, aller, venir. Et beaucoup de gens de l'Est ont choisi ça. Maintenant, il y a 10 millions d'Européens, essentiellement d'ailleurs roumains et polonais, qui travaillent dans un autre pays européen que le leur. Eh bien, ils font des allers-retours parce qu'ils savent qu'en fonction de la conjoncture économique, ils vont rentrer ou ils vont repartir, etc. Donc, il n'y a pas du tout d'appel d'air, pas du tout d'appel d'air. Donc, ça a été l'enseignement de l'ouverture à l'Est, alors qu'on attendait dans les discours médiatiques une invasion. Autre exemple, alors pour la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, donc il y a 15 pays qui font partie de cet espace migratoire. Les gens, ils circulent surtout pour travailler. Donc, ils ne vont pas nécessairement s'installer durablement parce qu'ils ont peu de droits dans l'ensemble, dans les pays d'à côté. Donc, ils font des allers-retours pareils. La Russie actuelle a supprimé les visas qui était un pays, il ne faut pas oublier que l'URSS avait un système comme en Chine d'ailleurs, de contrôle de la migration intérieure qui s'appelait la Propiska, qui était supprimée en 1994. Non seulement elle a supprimé la Propiska, mais elle s'est dit, comme elle a besoin de main-d'œuvre cruellement, elle fait appel à la main-d'œuvre du Sud-Caucase et d'Asie centrale. Et donc, elle a supprimé les visas de travail avec tous ces gens qui constituent essentiellement son immigration. Il n'y a pas d'appel d'air. Les gens, ils font des allers-retours parce qu'ils savent qu'ils peuvent circuler de cette façon. De même, en Amérique latine, on n'a pas une invasion par les pays andins des pays comme l'Argentine, le Chili. Ils sont migrants, mais ils font des allers-retours parce qu'il y a un système qui s'appelle l'UNASUR qui permet de circuler. Donc, l'appel d'air, il n'y en a pas. L'appel d'air, c'est quand il y a une crise exceptionnelle de politique avec des gens qui traversent la frontière ou quand il y a une crise environnementale exceptionnelle. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'appel d'air. Et plus c'est régulé, moins il y a d'appel d'air. C'est-à-dire que plus il y a possibilité de circuler librement, en toute légalité, les gens vont et viennent. C'est l'aspiration de la plupart des gens. Ce n'est pas très original, mais c'est comme ça que la plupart des gens aujourd'hui aspirent à vivre. C'est un mythe absolu, mais qui circule beaucoup. Oui, moi j'avais une question. Donc, vous avez parlé de la mobilité qui était à la mode, que pour les moins de 26 ans, dans les pays de la Méditerranée, il y en avait beaucoup qui avaient envie de migrer. Et en fait, je voulais vous poser la question, est-ce que ça ne pose pas un problème de fuite des cerveaux pour ces pays-là ? Et est-ce que ça a quelles conséquences économiques ? Ça dépend beaucoup de la taille du pays. Si vous êtes d'un tout petit pays africain, si la plupart des médecins ou autres sont partis à l'étranger, c'est sûr que ça pose un problème. On dit toujours le Malawi, il y a plus de médecins, dit-on, mais c'est pas du tout prouvé en Angleterre qu'au Malawi, c'est peut-être vrai, mais bon, j'ai pas vérifié. Mais c'est vrai que dans certains pays, il n'y a pas beaucoup d'élites et en plus, les élites sont ailleurs. Alors, on peut dire aussi, c'est au pays à essayer d'être attractif pour attirer ces élites qu'elles restent sur place au lieu qu'elles partent toutes. Donc, c'est aussi le travail des pays de départ eux-mêmes qui ont un discours un peu théorique sur l'exode des cerveaux, mais qui ne mettent pas tout en œuvre pour que ça marche mieux et que les gens aient envie de rester chez eux. La spirale migratoire va changer quand les gens auront confiance dans leur pays. Il faut restaurer la confiance pour que les gens veuillent rester chez eux. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans parce que moi, quand je suis allée au Cameroun, les étudiants ils m'ont dit le président, il vit en Suisse. Alors j'étais étonnée. Il est en visite chez nous parce qu'il paraît-il qu'il est malade. Enfin, peut-être qu'il fait d'autres choses aussi en Suisse, mais il vient pas. Il n'est pas là. Donc voilà, nous, on n'a aucun espoir parce qu'on n'a pas de président et puis tout est corrompu et puis ceci et cela, etc. Donc c'est un pays riche où les gens sont pauvres. Il y en a beaucoup comme ça dans l'Afrique, mais pas seulement. Donc voilà. Donc l'exode des
cerveaux, ça dépend déjà de la taille du pays, de la volonté du pays de maintenir une partie de ces jeunes diplômés sur place, qui fait souvent défaut. Et puis également des ressources générales d'un pays. Par exemple, en Inde, il y a 30 millions d'Indiens qui sont à l'extérieur. En Chine, il y a 50 millions de Chinois qui sont à l'extérieur. Si 30 millions d'Indiens sont à l'extérieur, ça, c'est pas un exode des cerveaux, parce qu'il y a beaucoup de gens en Inde qui peuvent remplir un certain nombre de fonctions très qualifiées. Donc, au contraire, ces gens qui sont à l'extérieur, ils apportent souvent, si les conditions sont favorables, des métiers chez eux. Par exemple, les Chinois ont énormément développé le sud-est de la Chine parce qu'ils apportent, ils financent des capitaux, mais aussi des activités. Ils savent très bien que la main-d'œuvre, notamment des fameux sans-papiers chinois, est très intéressante et très nombreuse en Chine. Donc, ils peuvent exporter, ils peuvent créer la sous-traitance chez eux. Mais en Inde, c'est pareil. Le médecin indien qui est aux États-Unis va sous-traiter l'imagerie médicale en Inde. Donc, c'est beaucoup moins cher. Avec le décalage, c'est en anglais. C'est l'analyse de l'image médicale. Et puis, avec le décalage horaire, le lendemain, l'hôpital américain, le résultat de l'analyse qui a été envoyée la veille en Inde. Donc, il y a plein d'activités comme ça qui sont délocalisées, si j'ose dire, mais qui créent des activités. Les call centers en Inde, il y en a des quantités, partie de l'édition, etc. Donc, ça crée aussi des emplois dans les pays de départ. Il y a de l'exode des cerveaux, mais en même temps, c'est aussi un facteur de développement dans beaucoup de cas, parce que les pays qui ont beaucoup favorisé un soutien, une aide à leur diaspora, ont compris que beaucoup ne reviendraient pas, mais qu'il fallait faciliter, par exemple, l'investissement de ces gens à l'extérieur dans le pays d'origine, ce que fait le Maroc, ce que fait un peu le Mexique, la Turquie, etc., en disant finalement, pour que leur départ soit productif, il faut qu'on leur fasse moins de monstruosité administrative s'ils veulent créer une entreprise. Faut éviter, faut que tout soit clair, qu'il n'y ait pas trop d'opacité, etc., ce qui est parfois un grand projet. Mais ils ont compris que s'ils veulent attirer leurs élites chez eux, il faut faire un effort. Et donc, il y a une prise de conscience. Je ne dis pas que la réalité soit toujours au rendez-vous, mais il y a une prise de conscience que il faut être capable d'attirer les élites qui sont parties pour en tirer le meilleur profit, si j'ose dire. Merci infiniment. J'aurais tendance à vous donner la parole, Catherine, et clore le débat, mais je ne sais pas s'il y a d'autres envies, mais je pense que... J'aurais juste une question, vraiment appendice. D'accord. Attendez une seconde. Comment se fait-il, enfin c'est une question, je ne sais pas s'il y a de la réponse, mais comment se fait-il que le personnel politique, en France en particulier, je ne parle pas du Front National évidemment, mais le personnel politique en France en particulier, soit sur ces questions-là à ce point inculte? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la question que j'essaye de poser. Tu dis un mot de ça. Vous voulez... On laisse d'abord. Alors ça, c'est une question que non seulement je me pose, mais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs et d'experts divers qui se posent la question. Et c'est une question qui concerne la plupart des pays européens, et pas seulement, aux États-Unis aussi, le mur de M. Trump, etc. En fait, parce que la plupart des politiques migratoires aujourd'hui, elles ne sont pas faites pour faire une bonne politique d'immigration, elles sont faites pour satisfaire l'opinion publique. Donc la plupart des décideurs, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Les sondages et la montée de l'extrême droite. Donc ils vont satisfaire une série de débats qui sont sur la scène publique, qui ont été amenés par les sondages. Donc on va surtout essayer de colmater les brèches en la matière. Et puis on va essayer de ne pas trop envenimer le débat avec les thématiques qui sont apportées par le Front National. Donc on est dans le très 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 court terme. Et la question migratoire, c'est un savoir comme un autre, qui est assez récent, qui a 50 ans d'âge. Donc la plupart des gens, ils ne sont pas nécessairement au fait de tous ces phénomènes et ils pensent tout simplement qu'en fermant les frontières, ça va arrêter les gens, qu'en faisant du développement dans les pays de départ, ça va inverser la vague migratoire, que toutes les idées reçues qui circulent sont présentes en la matière. Et puis l'autre élément, c'est que tous ces décideurs que je connais parfois, qui sont assez
peu courageux quand même dans l'ensemble sur ces sujets-là. Il faut dire les choses comme elles sont. En même temps, ils croient que l'État a une valeur pour beaucoup de migrants. Et moi, j'ai vu pour beaucoup de gens, l'État ne représente rien. Donc même si on dit on va interdire ça, on va fermer les frontières, ils s'en fichent, mais complètement. Pour eux, l'État n'a aucune valeur, pas le nôtre, mais ceux en général de leur pays de départ. Et donc, on a beau dire, on impose au pays de départ de rendre pénalement condamnable le départ irrégulier, pour beaucoup, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, en plus, c'est pas du tout fort heureusement pénalisé dans le pays de départ. Donc, les gens se rendent bien compte de l'hypocrisie de tout ça. Donc, l'État n'existe pas, alors qu'ici, on croit que ça existe. Et l'autre élément également qui est important pour aller dans le même sens, c'est que finalement, les questions de long terme n'intéressent pas beaucoup les décideurs qui restent sur des vieux mécanismes qu'ils ont déjà mis en place. C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on fait des politiques de retour, on a 30 ans d'échecs. On a eu encore un sommet à La Valette récemment qui dit qu'il faut faire des politiques de retour. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les gens n'ont pas d'imagination, si j'ose dire. Il n'y a pas un manque d'imagination au total. Donc, il faut trouver quelque chose qu'on peut annoncer à l'opinion publique. Donc, on dit, on va refaire des politiques de retour, par exemple. On va conclure des accords de réadmission avec la Libye, ce qu'on faisait avant 2011. Donc, c'est très bien que ça ne marchera pas. Mais il faut donner, on est dans une sorte de fuite en avant de formules rapides à donner à l'opinion publique. Et on est dans la dépendance de ce qu'on a créé. Chaque fois qu'il y a des morts en Méditerranée, j'ai remarqué que chaque fois, la réponse européenne, c'était on va renforcer les moyens de Frontex. Donc Frontex s'est beaucoup engraissé, si j'ose dire, des morts en Méditerranée, parce qu'on se dit, voilà, ça donne, Frontex, c'est la sécurité, donc on va renforcer ces patrouilles de sécurité. Ça n'a aucun impact. Il y a toujours des morts en Méditerranée. Donc voilà, on dit aussi, il faut lutter contre les trafiquants. Lutter contre les trafiquants, c'est très compliqué. On n'a pas de mandat pour intervenir dans les pays de départ, ni même sur certaines eaux territoriales, etc., quand elles sont empruntées. Donc, c'est une réponse à court terme, c'est le café du commerce. Et la prise en compte de toute une série de travaux qui existent dans la littérature grise, dans les thèses, dans les bouquins qu'on fait, etc., ça n'existe pas, si j'ose dire. Ça n'existe pas. Ils sont dans la croyance vraiment quotidienne de ce que croit monsieur tout le monde que vous croisez dans la rue. Très souvent. En plus, on ne parle jamais de ces sujets dans les grandes réunions internationales. Pour la première fois, on en a parlé à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU en 2016, cette année, le 15 septembre. Mais jamais au G8, on parle des migrations, par exemple. Jamais. On n'a jamais parlé des migrations pour les objectifs mondiaux du développement de 2000. On n'en parle pas dans les ODD, dans les objectifs du développement durable. Ce n'est pas un sujet légitime de relations internationales. Donc tout le monde s'en fiche. On va satisfaire un peu l'opinion et puis c'est tout. Merci Catherine. C'est pas très réjouissant. L'absence totale de clairvoyance de la classe politique des décideurs en France est un peu atterrant. Je dis en France, pardon, mais en Europe et partout. Est-ce qu'on peut espérer un mot réconfortant de la part de Catherine Barton? Non. Mot de la fin, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas à se réconforter, au contraire, il faut s'inquiéter. C'est plus important de s'inquiéter. De toute façon, il faut assumer l'inquiétude et l'incertitude. Mais ce que vient de dire Catherine Whittle de Vanden est tout à fait atterrant. Enfin, pas... Et je crois qu'il y a un problème aussi avec cette idée de démocratie d'opinion. Des beaux politologues bien implantés dans les collèges de France ont inventé cette notion de démocratie d'opinion comme si c'était une nouvelle forme de démocratie, etc. Et ça, c'est le terme savant et galant pour parler exactement de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une manière comme si on était un programmateur de chaîne de télé et que on cherche à satisfaire la ménagère de moins de 50 ans à partir de sondeurs, de sondages, de cabinets de tendance, etc.
etc. Et c'est ça qui est devenu la politique. C'est très inquiétant, effectivement. Mais la question de l'opinion, je trouve, je l'appelle aux chercheurs et aux savants qui sont plus avant que moi, devrait redevenir un sujet intéressant, non pas seulement sous le mode de la critique des sondages, tel que ça a été beaucoup fait par la sociologie à juste titre, mais véritablement politiquement. Qu'est-ce que c'est l'opinion politique ? Bon, ben, c'est vous, c'est moi, c'est nous. On vote, donc nous sommes l'opinion. Et on est un peu... On peut être aussi un peu responsable de l'opinion que les politiques ont de l'opinion. Voilà. Donc... Eh bien, merci. Je remercie tout le monde et nos intervenantes surtout pour ces éclairages très précieux. Et j'incite ceux qui auraient envie d'approfondir. Les livres sont là. Merci beaucoup.